Alors Georges Amar, vous êtes chercheur, je le disais, et l'important c'est de voir comment est-ce qu'effectivement nos villes vont se construire, vont évoluer, vont muter avec ces nouvelles pratiques, ces nouveaux comportements et cette mobilité dans tous ces états. Là aussi, on va vous écouter pendant une petite vingtaine de minutes, et puis après on débattra avec Yassir et notre public. Merci à vous. Merci. Je vais vous passer un micro. Merci. Plaisir à être à Marseille toujours et à participer à ce séminaire. Je vais vous parler de prospective de la mobilité et de la ville, puisque d'ailleurs, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, de moins en moins la séparation marche précisément entre ville et transport ou ville et mobilité. Ça va, le micro est bon. Parler de prospective. À la fois, on sent bien qu'on a besoin, et de plus en plus, de penser au futur, de s'intéresser à l'avenir, et en même temps, c'est une question toujours énigmatique. Qu'est-ce qu'on peut dire de pertinent? Qu'est-ce qu'il y a à dire du futur qui ne soit pas faux presque aussitôt qu'on le dit, n'est-ce pas? La plupart du temps, le futur nous surprend. Alors, la prospective, l'exercice de prospective. Et en même temps, on peut s'amuser parce que de toute façon, dans 15 ans, on ne viendra pas vous chercher, ou dans 20 ans, on aura oublié ce que vous nous avez dit, donc vous pouvez y aller. Hein. C'est le principe de faire de la prospective et de la futurologie, si j'ose dire. Rassurez-vous, je vais y aller à fond. Oui, donc faire la prospective, en tout cas, c'est essayer à la fois de voir ce qui est en train de naître, mais voir ce qui est en train de naître, ça demande de changer de langage. Voilà, s'il y a une idée par laquelle on peut commencer, c'est l'ancien langage qui nous empêche de voir ce qui est en train de naître. Voilà. Nos mots nous empêchent de voir ce qui est en train d'arriver. Alors, plus pratiquement, l'exercice de prospective tel que je le pratique moi-même, c'est un exercice qui est focalisé sur les changements de paradigme. On en a déjà parlé, et il y en a. Maintenant, est-ce qu'on peut étudier les changements de paradigme? Étudier les changements de paradigme en cours, ou même les changements de paradigme en train de nous arriver, qui ne sont pas encore manifestés. Et cette étude des changements de paradigme, je la vois toujours sur les deux facettes. À la fois, c'est une étude critique des paradigmes dominants. Il faut donc regarder les paradigmes dans lesquels nous vivons, les étudier, les critiquer, en percevoir l'obsolescence progressive, parce que les paradigmes aussi deviennent obsolètes. Et deuxièmement, et c'est toujours simultané, formuler, étudier, détecter, repérer les paradigmes émergents et surtout les formuler. Et donc pour moi, une grande partie de la prospective, c'est de donner des noms aux concepts qui n'en ont pas, aux paradigmes invisibles qui sont pourtant déjà là. Alors je vais tout de suite commencer par, au fond, l'exemple le plus frappant des paradigmes émergents ou des concepts en rupture, c'est quand même le smartphone. S'il y a un objet aujourd'hui qui a révolutionné tout. Mais il faut simplement voir le smartphone comme concept. Et ce qui est très important, Vincent encore une fois mentionné la fameuse formule de René Magritte, le peintre belge, « Ceci n'est pas une pipe ». Cette formule, ceci n'est pas, est vraiment une formule visionnaire. Hein. Beaucoup de choses ne sont plus ce qu'elles sont. Voilà. Les choses ne sont plus ce qu'elles sont. Ben, Magritte l'a dit mieux que ça, mais le smartphone n'est pas un téléphone. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Hein. Le smartphone n'est pas un téléphone du tout. Ben, pas du tout, j'exagère à peine. Et en fait, ce qui est très intéressant avec le smartphone, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. C'est ça qui est. Ça, c'est une rupture paradigmatique. Il n'a même pas de nom. Le mot smartphone ne veut rien dire. D'abord, c'est pas un phone. C'est pas un téléphone intelligent. Smart, ça veut rien dire, ça veut tout dire. Bon, ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors ça, il faut bien garder ça en tête. Nous vivons des transformations conceptuelles, paradigmatiques, etc., puissantes, dont le smartphone est vraiment l'exemple. Alors, je vais prendre un petit exemple plus proche de nous dans le transport. Et là encore, il s'agit de mettre le doigt et le nom sur un concept qui est déjà là. Les choses sont là et elles ne sont pas nommées. Et comme elles ne sont pas nommées, ou elles sont mal nommées, on ne les comprend pas. On n'en comprend pas le potentiel. Alors cette chose qui est sous nos yeux et que depuis déjà assez longtemps, les Vélib et autres, ça fait déjà 10 ans et plus, les autopartages, etc. Tout ça nous met sous les yeux des illustrations de quelque chose qui est donc à la fois ancien, mais qu'on ne comprend toujours pas vraiment bien, c'est que ça dépasse le clivage entre transport public et transport individuel. Voilà. Et c'est très important parce qu'on continue à utiliser ces mots-là. Voyez. Or, de plus en plus, les choses qui arrivent ne relèvent pas de cette dichotomie public-individuel. Alors, pour focaliser, pour vraiment saisir cet objet conceptuel invisible, je lui donne un nom, assez simple, assez bête même, le transport public individuel. Le TPI, j'ai inventé ça, le TPI. Ça ne veut pas dire, c'est pas génial comme formule. Hein. Simplement, c'est un oxymore, comme on dit. C'est-à-dire, en principe, ça n'existe pas. Voilà, un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. En principe, puisque public veut dire pas individuel, et que individuel veut dire pas public, TPI, ça ne veut rien dire. Eh bien, c'est ça qui est intéressant.
de plus en plus, l'avenir des objets de transport, ce sera des TPI. Alors, ça c'est l'aspect formulation. Je formule TPI, et je dis TPI, c'est un concept aujourd'hui impensable parce qu'il n'a pas de nom. Comme il n'a pas de nom, je suis obligé de lui en donner un. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est en même temps un point de vue critique. Si vous êtes d'accord avec moi de considérer que le TPI, c'est la forme d'avenir, c'est la forme potentielle, alors ça veut dire aussi que le transport public est une forme du passé. Le transport individuel aussi. Et le transport individuel aussi, absolument. Voilà, alors ça ne veut pas dire que ça va disparaître du jour au lendemain, mais le transport public pur, le transport individuel pur sont des formes en train de devenir obsolètes. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est très important de ne pas continuer à formuler des politiques publiques en disant « je veux faire du transport public ». C'est bien gentil, mais le transport public est un transport qui n'est plus la forme d'avenir. Il faut de plus en plus voir les métissages, disons. C'est les métissages qui sont d'avenir. Mais c'est très important parce que les politiques publiques continuent à raisonner avec des vieux mots. Les vieux mots nous empêchent de voir ce qui est en train de se transformer. Alors, ces changements, c'est ça un changement de paradigme. On est passé du paradigme du transport public et individuel à un paradigme qui n'a pas de nom, qu'on peut appeler TPI si on veut, mais ce n'est pas très joli. Et c'est ça qui est très important. Alors, simplement, ces changements de paradigme, il y en a dans tous les domaines. Nous sommes en train de traverser un énorme changement de paradigme global, qui est précisément celui de la mobilité. Le mot mobilité dont on parle, qui est le sujet de notre journée, en vérité, c'est un mot relativement nouveau, si on peut dire, mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que le mot mobilité n'est pas un synonyme de transport. C'est presque l'inverse. Enfin, l'inverse, j'exagère. C'est pas du tout le transport. C'est pour ça que je dis que le changement de paradigme majeur, massif, c'est de passer de transport à mobilité. C'est un changement de paradigme, c'est pas la même chose. Une façon de le comprendre, moi-même, je me rappelle il y a quelques années, j'ai eu presque l'illumination en passant devant une boutique qui vend des téléphones, et l'enseigne, c'est Vivre mobile. C'est l'enseigne. Vivre mobile, en 2 mots, vous avez le paradigme. C'est ça, c'est de l'usage, en fait. La mobilité, c'est la vie entière. Notre vie est devenue une vie mobile. Vous voyez, le transport, c'est 1 heure par jour. Voilà. Ça n'a rien à voir. Le transport, c'est une fonction utilitaire, comment aller à A, B le mieux possible. Ça, c'est le transport. Et ça nous prend 1 heure par jour, 1 heure et demie. La mobilité, c'est un mode de vie complètement transformé. Vous voyez, on est passé du transport à la mobilité et ça bouleverse absolument tout. En vérité, le centre de ce paradigme, c'est la personne. Donc, si on voulait le formuler, ce paradigme, on dirait que c'est la personne mobile qui mène une vie mobile dans un monde mobile. Mobiler in mobilis. Absolument. C'est homo mobilis, et c'est mobilis immobile qui est la fameuse formule de Jules Verne. Que vous vous rappelez. Tout à fait. Alors, ce changement de paradigme, il est énorme, c'est un vrai changement, un vrai basculement, parce qu'il affecte même nos représentations et nos vécus de l'espace et du temps, carrément. Ça change l'espace et le temps. Et là aussi, je le formule de manière un peu simple. Et je formule toujours en disant, c'est quoi l'ancien, c'est quoi le nouveau, hein? C'est un peu caricatural. Vous ne pouvez prendre conscience du nouveau qu'en prenant conscience de l'ancien, et réciproquement. Nous n'avons pas conscience des paradigmes dans lesquels nous vivons. On n'en prend conscience que quand on les quitte. C'est comme quand on est dans le bain, on ne connaît pas la température, hein, c'est ça, l'extérieur. Absolument. Vous le voyez, la rive sur laquelle vous vivez quand vous commencez à quitter la rive. Alors, ce paradigme dans lequel nous vivons, qui n'est pas seulement le transport, c'est la ville, c'est la société urbaine, c'est la société en général. Pour lui donner un petit nom, un peu simpliste, là encore, j'appelle ça le paradigme de la vie postée. Nous avons vécu sur ce que j'appelle la vie postée. La vie postée, c'est simple, ça veut dire les choses se font là où elles doivent se faire, dans des lieux ad hoc. Très localisé. Des lieux ad hoc, des lieux fixés. Ils sont fixés géographiquement, ils sont fixés symboliquement, et ils sont fixés fonctionnellement. On fait les choses au bon endroit, dans des endroits, quelque part. Eh bien, ce paradigme-là est en train de s'effriter. De plus en plus, nous faisons tout n'importe où. Voilà, pour dire ça un peu vite. C'est la vie en mobilité. Nous n'avons plus besoin d'aller à l'école pour étudier, nous n'avons plus besoin d'aller au magasin pour acheter, etc., etc. Toutes les fonctions qui étaient attachées à des lieux fixes, et y compris des lieux fixes fonctionnellement, tout ça est en train de disparaître. Alors tout ça est en train progressivement de bouleverser complètement notre rapport à l'espace et au temps. C'est plus la même notion de temps, c'est plus la même notion d'espace, c'est des vraies révolutions conceptuelle et culturelle. Alors sur le temps, bon, on en a déjà parlé, mais effectivement, on ne perd plus son temps en TGV. Ça ne veut rien dire. Qu'on dorme ou qu'on travaille, peu importe. Ce n'est pas de la perte de temps. On se demande pourquoi il faudrait faire vite, d'ailleurs. Pourquoi la grande vitesse? Je préférerais appeler ça, plutôt que le train à grande vitesse, c'est la grande vie, il faudrait dire. C'est plus la vitesse. La vitesse n'est qu'un aspect de la chose. Ce qui est bien dans le TGV, c'est qu'on peut faire autre chose. Voilà, c'est ça qui est bien. La vitesse, pourquoi pas?
Mais à la limite, les arbitrages vont changer. On vous demandera un jour, est-ce que vous préférez aller de Paris à Lyon avec un quart d'heure de moins ou avec beaucoup plus de confort et de bonheur? La question ne se pose pas, bien sûr. Un quart d'heure de moins, finalement, on va s'en fiche. Bon, vous voyez, de plus en plus, la vitesse n'est plus le critère. C'est bien, ils n'ont pas besoin de changer de nom. Un TGV, c'est très grande vie, ça marche aussi. Hein. Alors, et en fait, cette transformation touche à beaucoup de choses, pas seulement sur le temps de transport, mais l'attente. L'attente disparaît. Cette notion d'attente, quand même, c'est consubstantiel au transport public. Mais quand je suis à un arrêt de bus, je n'attends pas, puisque je profite de ce moment, même aléatoire, même indéfini, pour faire mon courrier. Grâce à mon smartphone. Évidemment, avec mon smartphone, plus aucun temps n'est perdu. Donc, ce n'est pas un temps d'attente. La notion d'attente, le concept d'attente, est en train d'être remplacé par le concept ou le paradigme de transition. Vous voyez, passer d'attente à transition, ça n'a rien à voir. On a changé complètement d'univers. Ça n'est pas une perte de temps. À la limite, même ces moments aux arrêts de bus, mais c'est un bonheur. Moi qui courais toute ma journée, j'ai 3 minutes qui viennent de se dégager parce que le bus est en retard. Quel bonheur, n'est-ce pas? Les retards de bus deviennent des opportunités parce que ma vie mobile est une vie pleine de séquences aléatoires que j'arrive à gérer. Vous voyez, c'est ça la mobilité. Donc je peux discuter avec tous mes amis, je peux envoyer des photos, je peux regarder mes mails. Les 3 minutes, ça devient un temps utilisé. À soi. Alors, il y a beaucoup de façons d'utiliser ces temps. Alors, je vais pas mais ce qui est très important, en effet, c'est que alors, il y a cette formule-là que j'aime bien, habiter la mobilité. La croisière, n'est-ce pas? La croisière, c'est une métaphore très intéressante du fait que nous habitons la mobilité. Alors, ce qui est en fait très... Moi, j'aime bien focaliser sur les ruptures conceptuelles les plus choquantes, si je peux dire, les plus bizarres. À mon avis, on commence à assister à la fin de la différence entre mobilité et immobilité. Oui. Je ne dis pas que la mobilité est en train de gagner la partie. Non. Je dis que c'est un peu plus subtil, un peu plus tordu. La différence entre mobilité et immobilité est en train de s'estomper. Je prends cet exemple de l'arrêt de bus. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur les arrêts de bus dans ma vie. Moi. Et donc, quand vous attendez un bus, je sais que le prochain bus arrive dans 10 minutes. Très bien, je le sais. Puisque, bon. Eh bien, je vais m'occuper. Bon, très bien. Le bus arrive, je monte. Qu'est-ce que je fais dans le bus? Je continue à regarder mon smartphone. Je continue à attendre d'arriver. Vous voyez, quand je suis à l'arrêt, j'attends que le bus arrive. Quand je suis dans le bus, j'attends qu'il arrive à destination. Quelle est la différence réelle entre ces deux moments? Pas grande. De moins en moins. Être dans le bus ou être à la... Oui, alors, je prends ce petit exemple pour dire la différence fondamentale entre immobile et mobile est en train de s'estomper. Et on va le voir dans beaucoup de façons. Cette opposition fondamentale entre mobile et fixe est en train de s'estomper. On en voit des exemples sur beaucoup de domaines. Alors, je dis qu'il y a révolution de la notion de temps, une révolution de la notion de lieu, et en effet, le changement du paradigme de l'espace et du lieu est en train d'être flagrant. Dans le paradigme ancien, le dominant, c'est le déplacement. Ça veut dire quoi, le déplacement? Aller de place en place, aller de A à B. Ça veut dire que dans ce paradigme-là, la fixation des A et des B détermine le mouvement. C'est les A et les B qui décident. Dans le paradigme nouveau, je suis en mouvement permanent. Je suis un être de mouvement, pour parler philosophiquement. Le lieu, c'est où je m'arrête. Voilà. Mais le renversement. Dans le paradigme ancien, les lieux dominent et prédéterminent. Dans le paradigme nouveau, le mouvement détermine. Le lieu, c'est où je m'arrête, ou plus exactement, le lieu, c'est où je rencontre autrui. N'est-ce pas? C'est une rencontre. Le lieu est une rencontre. C'est le principe du rendez-vous mobile. C'est pour ça que je mets toujours à l'image, j'aime bien cette image du ravitaillement en vol des avions. Quelle merveille! Vous n'avez pas besoin d'aller en gare. Attention, on peut se ravitailler, même un avion, à 800 km/h en plein ciel. C'est surtout les avions de chasse pour l'instant. Oui, pas très... mais la métaphore, c'est pareil. Oui, j'ai compris. On n'a pas besoin de s'arrêter pour se rencontrer. D'ailleurs, c'est pareil avec le smartphone. Je vous donne rendez-vous dans la rue. Ouais. Je ne fixe pas le lieu. D'ailleurs, quand on se retrouve, on continue à marcher. Peu importe le lieu. Oui. Le lieu, c'est la rencontre. Alors qu'auparavant, c'est le lieu qui déterminait la rencontre. Désormais, c'est la rencontre qui détermine le lieu. Mais le changement complet de la notion de lieu, ce qui m'amène à formuler ce concept tout à fait bizarre, que j'appelle le lieu mobile. Là aussi, ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Le lieu, c'est ce qui n'est pas mobile, n'est-ce pas? Eh bien, émerge un concept bizarroïde de lieu mobile. Et à mon avis, c'est ça un des concepts émergents, dominants. On peut le formuler de beaucoup de façons. Vous avez tous remarqué que de plus en plus, il y a des food trucks. Je prends ça par la petite porte. Hein. Les food trucks. Bon, c'est extraordinaire. Bon. Et pourtant, il y a même un salon, au musée. Bon, il y a des opérabus, il y a des discothèques bus. Enfin bon, vous voyez, ça c'est des petits exemples. Mais plus fondamentalement, reprenons l'exemple de la voiture autonome qui est en effet un très bon exemple virtuel, si je peux dire. Avant même qu'elle arrive, si jamais elle arrive, déjà elle est en train de
fait un travail dans nos imaginaires et dans nos réflexions énorme. La voiture autonome. Eh bien, la voiture autonome, désormais, on va pouvoir parler de ce qu'on pourrait appeler bizarrement un stationnement mobile. N'est-ce pas? Parce que le mot stationner, j'ai parlé de ça il y a quelques temps, il y avait un colloque à Nantes sur le stationnement. Grand problème des élus, le stationnement, n'est-ce pas? Et moi, je les ai rassurés, si je peux dire, en disant le stationnement est un paradigme du passé. Ça ne veut rien dire, le stationnement. Quand la voiture sera autonome, la voiture ne stationne pas. Je suis arrivé... À quoi ça sert de stationner? Ça sert que quand je suis arrivé à destination, il faut que je me débarrasse de ma voiture. C'est ça, le stationnement. Oui. Comment me débarrasser de ma voiture? Il faut qu'elle soit tout le temps mobile. Eh bien, je m'en débarrasserai en l'envoyant se balader. Bon, alors, il y aura peut-être des effets négatifs. Mais quoi qu'il en soit, l'idée que stationner, ça veut dire être quelque part, est en train, au moins conceptuellement déjà, de disparaître. Il n'y a pas de stationnement. C'est idiot d'ailleurs le stationnement. Une voiture, elle est stationnée 90% de son temps. Les compagnies aériennes l'ont bien compris. Par exemple, on sait très bien qu'une compagnie aérienne qui est performante, son avion, il fait de moins en moins de béton, comme on dit. Ouais. Donc, vous voyez, donc le concept de stationnement, qui a l'air tellement naturel dans nos problématiques urbaines et de déplacement, le concept de stationnement est progressivement, prospectivement, en tant que concept. Il y aura d'autres choses, ça aura des avantages et des inconvénients, tout ce qu'on veut, mais vous voyez, alors ça s'appelle le lieu mobile. Si je vois la catégorie générale, je dis nous voyons apparaître une catégorie extrêmement bizarre pour nous, qui est qu'il n'y a pas d'opposition entre le lieu et la mobilité. Il y a énormément d'exemples de tout ça. Alors, bon, maintenant je passe encore quelques mots sur les grandes mutations. J'ai dit que nous rentrons dans la vie mobile. Alors la vie mobile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que toutes les choses de la vie, toutes, parfois je lance ça comme un exemple provocateur, avez-vous un exemple d'une chose de la vie qu'on ne pourrait pas faire en mode mobile, où il faudrait être quelque part pour le faire? Y a-t-il aujourd'hui une dernière chose? Le seul que j'ai trouvé, c'est l'enterrement. Enfin, bon, oui, même là encore, vous savez que de moins en moins, on enterre les gens. Maintenant, c'est l'incinération. L'incinération, c'est la mort mobile, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Bon, mais oui, en tout cas... Faire l'amour en marchant, c'est quand même un peu compliqué oui, aussi. Mais dans un train, c'est vachement bien. Ah, dans le train, oui, ça, je reconnais. Bon. Enfin bon, on va inventer... Je vois que c'est du vécu chez vous. Rassurez-vous, on va inventer des choses. D'accord. Et même ça, d'ailleurs, c'est déjà fait. Bon. Alors, donc, on va voir apparaître de plus en plus toutes ces formes de la vie mobile. Elles sont extrêmement nombreuses. Le sommeil mobile était une chose extrêmement intéressante. Dans ma carrière à la RATP, il y a une étude que je n'ai pas eu le temps de faire, mais j'aurais beaucoup aimé étudier la variété des sommeils. On ne dort pas en vélo, si je peux dire, comme on dort en voiture, ce qui est d'ailleurs très dangereux, comme on dort dans un train. La qualité du sommeil n'est pas la même, la nature même du sommeil. Je dis souvent, à quoi vous reconnaissez un vrai Parisien dans le métro, c'est qu'il dort, mais au moment où sa station... Non, il dort assis même, mais dès que sa station arrive, il se réveille. Voilà. Il y a une espèce de truc, il a enregistré, il se réveille pile à sa station. Ça, c'est un vrai pro. Donc il se détend et il se réveille. En même temps, même s'il dort, il voit si à côté il n'y a pas un pickpocket. Ça fait partie aussi du savoir voyager en dormant éveillé. D'ailleurs, les grands navigateurs font ça tous les jours, si on peut dire. Ils dorment en naviguant, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est ça la mobilité. Hein. La vie mobile, c'est d'étudier toutes les facettes de la vie dans la mobilité. Et donc, on pourrait étudier aussi beaucoup de ces aspects-là, même de méditation mobile, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? C'est très intéressant. Les troubadours, enfin, m'intéressait beaucoup, moi, les troubadours. Les troubadours, vous savez, ils sont à cheval, en fait. Hein. Et bien, le troubadour, il compose ses poèmes à cheval, parce qu'à la fois, il dort, donc il dort un peu, donc ça éveille son inconscient, et en même temps, le rythme du cheval lui donne le rythme du vers. Un vers, c'est rythmé. Hein. Et donc, vous voyez, le rapport entre... On compose à cheval, en même temps, on dort, on a un rythme, etc. Donc, il y a une méditation dans la mobilité, et les différentes formes de mobilité amènent des méditations différentes. Le vélo, c'est merveilleux pour ça. Alors, voilà, j'ai trouvé celle-là au moins pour le plaisir. Il y a un designer qui a inventé un appareil à dormir debout. Et donc, j'espère que c'est excellent. Je ne sais pas si ça existe, mais la photo existe. Hein, ça, c'est bon pour la RATP, ils devraient en louer peut-être aussi. Dormir en marchant, mais il faut un équipement. Donc, vous savez, les designers, ils sont là pour ça. Vous leur dites, designez-moi un appareil pour dormir en marchant. Ils trouvent. Voilà, ils trouvent. Enfin bon, en tout cas, c'est en même temps de l'imagination. Alors voilà, donc ça pourrait amener assez loin. Alors, un mot pour presque finir au moins cet aspect-là des choses, hein, sur ce que j'appelle un changement de paradigme, c'est aussi un changement de paradigme des valeurs. Pas seulement des choses, des concepts, mais des valeurs. Nous sommes en train de passer de la valeur, le paradigme traditionnel, c'est ce que j'appelle parfois la valeur transit, c'est vite et loin, comme l'a dit aussi très bien Vincent, c'est vite, loin, souvent, beaucoup. Voilà, en gros, hein. Voilà, c'est ça. Beaucoup de kilomètres, c'est les miles et miles per hour. Voilà, kilomètres à l'heure. En gros, c'est ça pour résumer le paradigme standard. Eh bien, on est en train de passer d'un paradigme standard dans lequel la valeur se mesure en kilomètres à l'heure et en kilomètres à autre chose. Cette autre chose qui est très ouverte, personnellement, j'aime bien lui appliquer ce mot de sociologue qui est la reliance.
le fait de créer des liens. Ce n'est pas du lien, c'est la création de liens. À mon avis, de plus en plus, on va vers un paradigme de la reliance. Le transport, la mobilité, ça ne sert pas à faire des kilomètres, ça sert à créer des liens. Voilà. Créer des liens avec les paysages, avec des gens, avec tout. Hein. Donc on va mesurer finalement la performance de la mobilité en créant du lien. Du lien, Et pas en faisant de la distance. Avec des opportunités économiques, avec tout ce que vous voudrez, hein, même avec soi-même. C'est la méditation, c'est ça. Lien avec soi-même. Mais alors c'est très difficile à mesurer. Le kilomètre, l'avantage, c'est que c'est facile à mesurer. Ouais. Bon. Alors la reliance, ça se mesure. Bon. Mais c'est beaucoup plus ouvert. C'est aussi la santé. Est-ce que ça me fait du bien au corps? L'ensemble des valeurs de la mobilité, ça ne sert pas à aller quelque part. Ça sert à être bien. Donc on passe aussi, c'est un peu la fin du romantisme du voyage et de la route. Non, parce que simplement, on va mesurer même un voyage à ce qu'il fait. C'est ça. Et pas simplement à son apport. On ne se dira pas, est-ce que c'est rapide ou pas rapide seulement? C'est ça. Ça fait partie aussi, c'est un des critères. Ça. Mais est-ce que je rêve beaucoup? Est-ce que je rencontre? Est-ce que je travaille? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me masse le dos? Vous voyez, tous ces critères-là vont faire partie des critères d'un service de mobilité. C'est quoi un service de mobilité? C'est tout ça, c'est extrêmement large. D'avoir réduit ça au fait que ça fait tant de kilomètres à l'heure, c'était une catastrophe. On a appauvri la mobilité, on a terriblement appauvri, alors qu'elle est tellement riche, ça peut faire tellement de choses, la mobilité, au cerveau, au corps, aux relations, à tout un tas de choses. Donc la mobilité va retrouver toute sa valeur, qui est reliancielle, etc. Et je rajoute même, à mon avis, une dimension nouvelle, c'est ce que j'appelle la valeur créative, c'est que la mobilité, ça a du style, n'est-ce pas? C'est une façon de s'exprimer, c'est beau. C'est à la mode. C'est beau ou c'est pas beau. D'ailleurs, on a connu ça avec les voitures. Dans le paradigme ancien, c'était la voiture. Les trains ont été beaux, enfin ils sont encore un peu beaux, mais bon, les voitures aussi. Soyez pas provocateur quand même. Hein. Oui, mais la voiture aussi, c'était très beau. Ouais. C'était très beau. Ouais. Non, c'est moche. C'est rien. Ouais. Bon, vous voyez, donc il y a eu une esthétique du transport. Maintenant, il faut penser en esthétique de la mobilité. Et pas seulement du transport. Il n'y a pas des véhicules. C'est pas le véhicule qui est beau. C'est le style que j'ai avec. En vélo, c'est merveilleux de voir. Bon, je me rappelle toujours ça. Une fois, j'avais vu à Amsterdam, évidemment, un gars qui jouait de la flûte en vélo, la flûte traversière. Qu'est-ce que c'était beau à voir. Vous voyez, les gens roulaient sans les mains. Quelle élégance. Oui, il y a une élégance de la mobilité. Il faut réfléchir de plus en plus à l'élégance mobile et pas simplement. C'est un peu dangereux. C'est assez dangereux, mais c'est comme un trapéziste. C'est ça. Bon, voilà. C'est une posture finalement, la mobilité. C'est une forme de posture aussi, la mobilité. Posture, bien sûr. Après tout, on parle de la démarche. C'est ça. Il y a des gens qui ont une belle démarche. Bien sûr. La démarche, ouais. La démarche, c'est la marche. C'est l'élégance. La marche, ça ne se mesure pas en kilomètres/heure seulement. Non. C'est aussi une manière un style. Une manière, etc. Et de plus en plus, il faudra s'intéresser à la démarche multimodale. Alors ça, c'est un peu plus subtil. Hein. Vous voyez, etc. Mais comment, en tout cas, tout ça est à la fois facteur d'efficacité et facteur de style, d'expressivité, de beauté, d'élégance, d'esthétique, etc. On a presque terminé là. Bon, je ne faisais que commencer, mais bon, ce n'est pas grave. Je sais, mais on va continuer quand même. Hein, mais... Quelques mots. Simplement, je ne parlerai pas beaucoup de lieux, bien que les lieux m'intéressent beaucoup. Il y a tous les tiers-lieux qui émergent. Je vais simplement vous dire quelques mots sur, malgré tout, les manières d'innover. C'est une question d'innovation. Ça a été dit déjà plusieurs fois. Je vais dire un mot quand même de l'automobile. Et pour ça. De plus en plus, quand même, les formes d'innovation sont les formes d'hybridation. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Je l'ai dit dès le début en disant on hybride le transport public et le transport individuel, ça fait le TPI. On a connu beaucoup d'hybridation dans le monde des transports. L'hybridation du bus et du métro a été une des grandes affaires très intéressantes, ce qu'on appelle les BRT. Bon, l'une des hybridations les plus jolies que j'aime bien, moi, c'est le pédibus. Voilà, c'est à la fois un bus et c'est à pied. Quel magnifique collage conceptuel qui donne lieu à tout un champ intéressant. Mais là, il faut le voir en termes là aussi, de créativité conceptuelle par métissage. Et donc, on en a beaucoup. Alors, l'automobile. Un mot sur l'automobile quand même. Hein. Je l'ai abordé avec l'automobile autonome, mais c'est très important de voir. L'automobile a beaucoup d'avenir. Simplement, ce ne sera pas l'automobile. Voilà. C'est de même que le téléphone. Il va falloir trouver un nouveau nom. Voilà. Un nouveau nom. C'est comme pour le smartphone. C'est ça. Le téléphone avait beaucoup d'avenir à condition de ne pas être un téléphone. C'est simple. L'automobile a beaucoup d'avenir, mais ça ne sera pas l'automobile. Alors, ça sera quoi? Alors, quel est le surtout pour reprendre la question des paradigmes shift, quel est le paradigme que nous quittons? Si on veut comprendre, il faut voir dans quel paradigme vivons-nous sans le savoir et que nous sommes en train de quitter progressivement. Je lui ai donné un petit nom pas très joli, le 1P, 1C, 1V. Vraiment, il est très laid. Un propriétaire, un conducteur, un véhicule. Voilà, c'est ça le paradigme que nous quittons. Un propriétaire, un conducteur, un véhicule. Eh bien, remplacez 1 par N, et vous voyez le champ qui est énorme. Alors, tout ça pour dire que tout simplement, l'automobile ne sera plus un transport individuel, c'est tout, ce sera un TPI. Et je ne la posséderai pas. C'est tout, ce sera un TPI mélangé, partagé, pas partagé, etc., etc. Le partage sera des formes les plus variées que vous voulez, mais l'idée que chacun a sa voiture pour lui et pour tout faire avec,
Elle va rester. C'est comme le cheval. Le cheval, il y en a encore. Bien sûr. Mais il y a de moins en moins de monde. Mais surtout dans les clubs hippiques. C'est même très beau, quoi. les chevaux, il n'y a rien à dire. La voiture individuelle, ce sera comme le cheval, ce sera très très beau, il y en aura dans les musées, il y aura des fondus, il y aura des fanats. Il y aura des circuits. Il n'y aura pas de problème. C'est ça. Simplement, ce ne sera pas la mobilité. Ça sera le bonheur, le plaisir, c'est tout ce qu'on voudrait. Bon, donc on est en train de rentrer. Alors maintenant, on est en train de passer à l'automobile comme TPI, mais si on voulait compléter un tout petit peu, et notamment la voiture autonome nous y invite, on est en train de quitter, donc l'individuel, on est en train de quitter le véhicule, et cette évolution, le passage du véhicule à autre chose, c'est premièrement, comme je l'ai dit, l'automobile devient un lieu. Voilà, c'est ça, il faut dire ça. Si vous voulez, s'il y a des concepteurs d'automobiles, ils ne conçoivent pas des véhicules, ils conçoivent des lieux. C'est ça, un espace où on peut vivre, mais en étant mobile. C'est un lieu qui se déplace. C'est un food truck, si vous voulez, etc. Il faut trouver des fonctions complémentaires. C'est un lieu qui bouge. C'est ça une automobile, un lieu qui bouge. Et non pas un véhicule pour aller d'un lieu à un lieu. Et le renversement. Il faut concevoir les automobiles comme des lieux qui bougent. Deuxième évolution très intéressante aussi, c'est le passage de l'automobile à ce que j'appelle parfois simplement le corps mobile. C'est le corps équipé. L'exosquelette, comme on dit, etc. Les pieds avec des roulettes, etc., etc. De plus en plus, la voiture se rapproche du corps, et c'est le véritable véhicule, c'est le corps. Le véritable objet de mobilité et sujet de mobilité, c'est le corps équipé de numérique, de tout ce que vous voudrez, et le véritable enjeu de c'est l'homme augmenté. Conception de l'homme augmenté qui bouge. C'est le corps mobile qui devient le véritable concept pertinent. Donc, lieu mobile, corps mobile, vous voyez les deux branches d'évolution de l'automobile. J'ai presque fini. Oui, il faudrait. J'ai presque fini. Je ne veux pas vous parler longuement, mais en vérité, le corps mobile, ça veut dire qu'on se réintéresse au corps. Et notamment à la marche. Personnellement, mon dada, c'est la marche. L'avenir de demain, c'est la marche. Simplement, c'est marche augmentée, une marche équipée, une marche qui plonge dans des véhicules parfois, etc., etc. Donc, on va réinventer la marche et réinventer donc, le corps humain en mouvement. Alors, presque dernier mot quand même, mais j'ai presque fini quand même. C'est que si la question future, c'est quand même les hybridations. Les hybridations, je pense, les plus puissantes, qui sont déjà là et qu'il faut bien comprendre, c'est les hybridations du virtuel et du réel, ou du numérique et du physique, comme on veut. C'est pour ça qu'il ne s'agit plus du tout d'opposer le télétravail. Non, on n'en est plus à la substitution. Non, on n'en est pas non plus. On en est à la création de choses inconnues. J'insiste toujours, c'est inconnu. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça sera un hybride de numérique et de physique. Alors, comme on ne sait pas, on prend quand même des exemples. Il y a un exemple que j'aime bien, au moins pour se donner des idées, et ça vient, comme par hasard, des jeux vidéo. Ça vient là où on n'attend pas. C'est les jeux vidéo qui ont commencé le mieux à inventer les métis, les mutants, ni numérique ni physique, à la fois physique et numérique. Eh bien, tout simplement, moi, l'exemple qui m'avait le plus frappé, c'était il y a quelques années, c'est le Nintendo, la Wii. Bien sûr. Alors, un jour, j'ai joué au tennis avec ça. Bon. Moi, je ne suis pas sportif. Donc, au bout de 10 minutes, j'étais en nage et essoufflé. Je me suis dit, ceci n'est pas virtuel. Et non. Ah oui. Quand vous transpirez, ce n'est pas virtuel. La transpiration, c'est le meilleur exemple du physique. Donc je me suis dit, ceci, c'est vraiment physique, c'est très physique. En même temps, il n'y a pas de raquette, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de... c'est très virtuel. Comment vous allez dire que c'est virtuel? Comment vous allez dire que c'est physique? Vous ne pouvez plus le qualifier. Vous ne pouvez plus dire ceci est virtuel, ceci est physique. Donc il faut trouver des nouveaux mots, c'est une question de sémantique. Alors comme je ne sais pas comment appeler ça, et je pense aux mobilités urbaines, moi, en fait. Donc je me dis, l'avenir de la mobilité urbaine, en partie, ça sera ces hybridations bizarres pour lesquelles je n'ai pas tellement d'exemples encore. Je n'ai même pas de mots. J'appelle ça la Wii mobilité. Enfin, c'est un nom provisoire, puisque Nintendo a inventé le WII. Bon, ça ne veut rien dire. Enfin, je ne pense pas. C'est wireless, peut-être. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, oui. Alors oui, c'est bien. Bon, alors nous allons. Déjà, on est d'accord. Bon, voilà. On va inventer des formes inconnues de Wii mobilité. Donc vous ne pourrez plus dire c'est du virtuel, vous ne pourrez pas dire que c'est la substitution, non. C'est un être radicalement nouveau. Et il va s'inventer à chaque fois. C'est ça l'innovation. Georges Amar, applaudissements s'il vous plaît. Bravo. Bravo pour ce plaidoyer. En fait, vous nous dites que tout ce qui va se passer, évidemment, on ne le comprend pas trop, on ne le connaît pas trop, mais presque il faut déjà commencer à inventer un nouveau langage. C'est le fameux changement de paradigme. Vous nous avez dit, effectivement, les lieux mobiles, le sommeil mobile. On est effectivement par nature et naissance des êtres mobiles, l'immobilité étant la mort, finalement,
Total. Alors, Yassir Siddiqui, vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez, là aussi, vous allez nous parler un petit peu de ce que vous faites avec The Camp et de votre projet, la Demoiselle, qui est en fait une forme de navette à énergie propre entre la gare ex-TGV et la zone du Petit Arbois. Si j'écoute Monsieur Amar, on est dans le vieux concept de la mobilité, là. On est déjà quelque chose qui... Mais aujourd'hui, l'idée, c'est quelque part quoi, d'automatiser les choses, de faire en sorte que justement cette économie de l'usage, elle remplace petit à petit l'économie de la propriété, et que là aussi, ce transport-là, ce soit pas simplement un transport physique, mais un lieu où on va pouvoir faire pas mal de choses et continuer à travailler, continuer à discuter, continuer à jouer. C'est un peu ça le concept ? Oui, effectivement. Bonjour à tous et d'abord merci de me faire cette intervention et merci à Georges Amar aussi de cette parole. Je veux juste répondre en fait juste à une perspective. En fait, c'est très difficile de faire un suivi, une perspective de vision et arriver à pratico-pratique à un dos aujourd'hui. Il y a 3 choses qui m'ont remarqué beaucoup sur la valeur transport, la valeur reliance et la valeur créative. Et je vais juste peut-être faire un point avec la première table ronde, qui est très difficile parce que la mobilité, c'est pas universel. C'est très individuel, c'est très la création aussi, c'est très individuel aussi. Donc la question, c'est comment on arrive à créer un futur qui n'est pas idiot. On ne crée pas un système qui on dit c'est standard et donc c'est plus efficace et c'est plus vite. Donc comment on arrive à créer un système qui est plus humaine, qui prend en compte des besoins de chacun et dans un système qui est complexe. Et c'est ça, en fait, le principe de Camp aussi, de créer cet espace de l'expérimentation, de créer un espace, un campus d'innovation qui permette d'inspirer, de travailler ensemble, d'apprendre comment gérer ces complexités, de comment travailler dans l'agilité et faire collaborativement dans l'écosystème et comment faire montrer à ces activités. Donc, c'est le principe de CAM, c'est vraiment de penser de cet avenir et de faire des choses différemment pour qu'on pourrait avoir un résultat différent. Si on fait les mêmes choses qu'on a fait avant, on va arriver à créer des systèmes idiots dans le futur aussi. Donc voilà. Par rapport de ce qu'on a parlé de projets mobilité spécifiques, on remercie Gare Connexion d'un partenaire de Camp et nous donner un territoire d'un jour dans Gare ex-TGV dans lequel on fait des tests. Et là, en fait, je reviens avec le point de comment créer le système. On ne sait pas. On peut très bien dire la perspective, le corps va changer, la manière qu'on pense va changer, la psychologie va changer, la résidence va changer, le lieu va changer, mais ce changement, ça arrivera, ça va quoi? Comment ça va arriver? Et donc là, on a besoin de faire des expérimentations. Là, on a besoin de faire le test, on a besoin de récolter la donnée et arriver à dire est-ce que ça marchait ou pas, avant d'arriver à créer des systèmes à l'échelle qui, à la fin, ne sert à rien à personne. Donc, dans le test qu'on est en train de faire, il y a cette mentalité de voir, OK, c'est quoi la future, gare de futur dans la gare TGV, dans quel contexte ça existe, le contexte de gare Saint-Martial, gare Marseille-Saint-Charles, c'est pas le même de Paris, il y en a 4 ou 5 peut-être, de ex-TGV d'ailleurs, donc l'écosystème n'est pas le même. Il y en a un quartier industriel, il y a des quartiers où il y a plus d'immigrants, il y a des quartiers, on a parlé d'inclusivité, il y a des quartiers qui sont riches, il y a des quartiers qui sont plus d'affaires. Donc, si on parle de la future de gare, ça ne va être pas la même. Ça va être pas la même vis-à-vis de la quartier, parce que si on parle de gare comme un lieu, et participant dans l'écosystème, participant dans un territoire. On a parlé de défis aussi de créer un parc parce que des gens, des commerçants, ils ne sont pas contents parce que le contexte n'est pas le même. Donc, il faut vraiment réfléchir à le contexte dans lequel il existe et après, on pourrait adapter des solutions vis-à-vis de ce contexte. En fait, si j'ai bien compris, la vraie bascule, c'est-à-dire avant, on avait des outils de mobilité et puis les gens s'adaptaient à ces outils. On prenait une voiture avec tous les inconvénients que ça a, etc. On prenait un train qui n'a absolument aucun inconvénient. Mais disons que c'était l'usager qui s'adaptait, le client qui s'adaptait à ce mode-là. Ce que vous nous êtes en train de nous dire, si j'ai bien compris, c'est que finalement, vous ne savez pas, et ça rejoint d'ailleurs un peu ce que nous dit Georges Amar, c'est que, en fait, c'est l'usage qui va créer
l'outil en quelque sorte, et que si l'outil n'est pas adapté, de toute façon il ne marchera pas, les gens n'en voudront pas. Donc quand vous êtes vous un créateur d'outils pour cette mobilité-là, ça va effectivement être compliqué d'anticiper, parce qu'il faudrait effectivement que l'outil soit totalement hybride et adaptable en permanence, c'est ça ? Oui, exactement ça. Donc, je vous donne un exemple pratico-pratique qu'on est en train de faire dans la petite Darbois, c'est pas très loin de Gare CGV. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les entreprises pour étudier les besoins du territoire. Donc, pour les salariés, pour les résidences, pour les visiteurs, les chercheurs qui viennent, etc. Et là, adapter la mobilité. Donc, je parle de mobilité dans soit les bus, soit les navettes, soit les vélos électriques. De mobilité, je parle de la tranche, je parle aussi l'expérience dans la gare. Donc, quelqu'un qui a... Donc, c'est pas le même besoin de salariés que quelqu'un qui vient pour le touriste, qui vient, ou des gens des affaires qui viennent, etc. Donc, là, comment on pourrait adapter des outils à ce niveau-là? Donc, on a identifié, par exemple, 4 ou 5 différents cas d'usage. Et là, pour chacun des cas d'usage, ça ne va pas le même champ de valeur. C'est pas le même champ de valeur. Et puis avec la difficulté, je pense que, et là peut-être Georges Amar peut nous aider aussi, c'est de dire finalement, j'essaie de comprendre moi petit à petit la différence entre la mobilité et le transport. Je commence à essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis mobile, je n'arrête pas l'ensemble de mes activités. Je me déplace, certes, mais je n'arrête pas du tout tout ce que je fais habituellement. Je dois rencontrer des gens, je dois me divertir, je dois travailler, etc. Je suis un être mobile et donc je ne vais pas simplement... mon outil de transport, ça devient un lieu où je vais continuer mon activité et c'est ce que vous essayez de faire entre The Camp et la gare TGV, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a un système, un des cas d'usage, c'est pour des gens qui font la visite de niveau international, des chercheurs, etc., des visites à faire. Donc là, on est en train de mettre un système de navette qui est modulaire. Donc, dès qu'on sort de la gare, on a expérience dans la gare, un système comme pathfinding, wayfinding, puis on arrive à chercher où est la navette. Dans l'expérience dans la navette, comment les sièges sont placés, l'aménagement intérieur, les contenus qu'on donne, la piste qu'on prend, qui représente la beauté de la région, le territoire qui n'est pas zone industrielle, hein, qui aujourd'hui qui existe. Donc les pistes qui pourraient partir par les parcs, même si ça prend plus de temps. Le contenu qu'on pourrait donner, qui pourrait améliorer l'attractivité de la région, l'économie de développement, de faire rencontrer l'expertise qui existe dans le territoire. Donc déjà, on donne ces aspects dans la mobilité, dans le transport, je dirais, pour créer une mobilité qui sert à améliorer l'attractivité et le développement économique de notre région. Donc ça devient un temps très utile finalement, ce temps qu'on va passer on continue à faire des rencontres, on continue à faire du business, on est vraiment dans l'homme mobile là. Hein. Et un temps ouvert. Enfin, je reviens un mot sur cette question-là. Quand on innove, on ne peut pas savoir où on va. Alors bon. Et en même temps, on ne va pas au hasard. Alors, même si on ne peut pas savoir ce qu'on veut et où on va, parce que sinon, ce ne serait pas une innovation. Ce serait la réalisation des choses qu'on connaît déjà. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir? On ne peut pas savoir ce qu'on veut, mais on peut savoir ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Je vais vous donner un exemple un peu provocateur, enfin, au moins dans mon domaine. Hein. Moi qui ai passé longtemps à la RATP et qui adore ça. Et par exemple, j'adore le métro, moi. Hein. J'ai travaillé beaucoup sur ça. Qu'est-ce que c'est que le métro du futur? Eh bien, une de mes idées un peu provocatrices conclusives, que je disais à mes collègues à la RATP, au moins pour les stimuler, je leur disais, si vous voulez inventer le métro du futur, essayez d'oublier l'idée que le métro soit un système de transport. Oubliez ça. Ça a l'air gros. Dites-vous, le métro n'est pas un système de transport. Parce que si vous vous dites ça, vous allez inventer un système de transport performant. C'est bien. Un système de transport performant, c'est très bien. C'est vachement bien. C'est comme si, pour le téléphone, je m'étais dit, je vais inventer un téléphone performant, confortable, rapide, etc. C'est ce que voulaient faire d'ailleurs les constructeurs de téléphones avant que Steve Jobs s'en mêle. Steve Jobs n'a pas voulu faire un téléphone. Non, il a fait autre chose qu'un téléphone. D'ailleurs, il ne s'y connaissait pas en téléphone. Bon, demain, alors il faudrait que je fasse le parallèle. Vous voulez inventer le métro de demain. Dites-vous, premièrement, le métro, ce n'est pas un système de transport. C'est quoi, c'est une destination? Alors ça, c'est un inconnu. Alors c'est très troublant, mais si vous n'êtes pas capable de temps en temps de vous payer le trouble de ne pas savoir ce que c'est, au moins en partie, alors vous allez faire quelque chose qui sera très très bien. C'est ce qu'on fait d'ailleurs actuellement. On fait des métros automatiques vachement bien. Très bien.
Simplement, c'est pas le futur. C'est pas disruptif, entre guillemets, quoi. C'est pas ça qui va arriver. Vraiment, ce qui va arriver, c'est que la personne qui prend le métro, elle a des expériences en pagaille. Utile, pas utile, la rêverie, comme vous disiez. C'est quoi un métro où on rêve? Imaginez que vous demandez ça à un designer. Faites-moi un métro où la rêverie devient la fonction principale. Ah, bon, mais il n'y a pas que la rêverie, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on dit, quand on fait un métro, faites-moi un métro capacitif, puissant et sécuritaire, etc. C'est ça. Bon, c'est bien d'ailleurs tout ça, il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais c'est pas ça le métro de demain. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, c'est ça? C'est pas ça le métro de demain, parce que si vous faites ça, vous allez être doublé par votre gauche et votre droite, par les Apple et etc., qui vont vous inventer, eux, des trucs qui font à la fois rêver, qui rapportent de l'argent, etc., etc. Parce que ça ne rapporte pas assez d'argent, un métro, hein, c'est clair. Parce que faire du kilomètre à l'heure, ça ne rapporte pas de l'argent. C'est pas assez. Rêver, oui, ça rapporte. Bon, rêver ou d'autres choses, ou mythique, etc. Bon, donc si vous ne le faites pas, vous allez inventer un métro performant, efficace, et pendant ce temps-là, les GAFA, je ne sais pas qui d'autre, vont vous inventer des formes de mobilité un usage différent, qui font du bien au corps, qui font du bien à l'âme, etc., et qui rapportent de l'argent. Donc, si vous voulez vraiment être un innovateur, dites-vous, le métro n'est pas un système de transport. Bon, et ça, bon, je dis ça un peu provocateur, mais c'est très difficile. C'est pour ça que je provoque, c'est très, très difficile. Quand vous êtes un expert en métro, vous voulez faire un métro mieux. Donc en fait, il faut tester, avancer sans savoir exactement où on va et voir comment, comment le public réagit, comment il... Lui, au moins, il se lance dans quelque chose ça. en se disant, Voilà. il ne s'agit pas simplement de prendre le chemin le plus court. C'est ça le transport. C'est ça. Il dit, si après tout, si je perds du temps, c'est peut-être pas mal. Je vais découvrir la beauté du pays. En même temps, vous voyez, si je rajoute une liste assez longue d'utilité, en fait, d'attributs nouveaux qui ne sont pas dans la liste habituelle, alors ça va vous amener nécessairement à sortir des rails, si je peux dire, inventer des trucs qui ne sont pas les trucs traditionnels, mais parce que vous avez accepté de, comme on dit en science, libérer des contraintes. Ne cherchez plus le chemin le plus court. C'est tout. Quand vous avez commencé à faire ça, ça vous ouvre tellement de possibilités. Je vais juste ajouter, ça c'est une partie de le grand objectif, c'est de faire découvrir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer et qu'est-ce que ça sert à quoi à la fin. Mais aussi, côté, il ne faut pas oublier le côté commercial, hein, de dire comment on pourrait arriver à faire ça à grande échelle. Et ça aussi, on est en train de capter les données qui nous permettent de savoir quelle sorte de profil, quelle sorte de métropole, quelle sorte de territoire. Donc, dans quel contexte ça marche et quel contexte ça ne pourrait pas marcher. Alors, il y a un mot peut-être quand même sur The Camp pour nos amis. Vous êtes peut-être tous au courant, mais peut-être nous expliquer un petit peu. Je disais, l'Université de tous les savoirs, c'était un petit peu rapide. En fait, c'est un lieu complètement différent où on va mettre en relation des gens pour essayer de... qui ont pas, on n'est plus en silo des disciplines, là, on est en transversalité. Expliquez-nous The Camp, parce que c'est pas neutre que ce mode de transport, il parte à un moment donné de The Camp. Hein. Donc la question c'était expliquer un petit peu. C'est quoi The Camp en fait, hein? Donc le camp c'est à la fois un lieu qui permet de vraiment changer le mindset. Et c'est ça l'objectif, le mindset autour du développement durable, la perspective d'énergie, mobilité, ville intelligente, la perspective de travailler dans l'entreprise, la perspective de la transformation digitale. On parle vraiment de disruption, de comment on pourrait créer cette capacité à l'entreprise d'être plus agile et comment créer ça, comment changer cette mindset. Si on pourrait imaginer ça, on pourrait réfléchir à cette question. On arrive à la fois apprentissage, donc le camp c'est à la fois une partie éducation, tout ce qui est formation, mais expérientiel. Donc si on n'arrive pas à changer soi-même, on n'a aucune chance de changer la culture d'entreprise, la culture de notre société, la culture d'autres choses. Donc c'est vraiment, ça commence par la transformation de soi. Et au-delà de ça, il y a, une fois qu'on a réussi à faire ça, comment on arrive à faire ça à grande échelle dans l'entreprise, comment on fait ça avec les startups, comment on arrive à travailler collaborativement, comment on fait les tests d'expérimentation dans la ville. Et le lieu actuel, ça sert à ça. Ça sert à créer une expérience qui arrive à créer ce sentiment de changement. Donc, c'est un campus qui est aussi basé sur ce principe de futur. Donc, campus de futur qui est durable. Apprendre le changement, en quelque sorte, hein, dans toutes ces... Donc, vive le futur. Vive le futur. Voilà. Vivre le futur. Dans les deux sens. C'est ça. Merci à tous les deux. C'est le moment à vous, maintenant, de poser vos remarques et vos questions sur ces sujets. Voilà, monsieur tout en haut.
Jean-Michel Pascal de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport. J'ai beaucoup apprécié cet exposé, hein, autant par l'avenir qu'il dégage que également par la philosophie, les réflexions qu'il amène effectivement, que j'ai trouvé très intéressantes. Mais après, je ne veux pas non plus paraître le rabat-joie, mais redescendre aussi les pieds sur terre concernant des éléments très concrets. Par exemple, se permettre au nom de la mobilité de ralentir, de rallonger les temps de parcours, par exemple. Si l'objectif du transport ou de cette mobilité, c'est bien que néanmoins d'arriver à l'heure à un rendez-vous, si on rallonge le temps de trajet, ça veut dire partir plus tôt chez moi le matin, rentrer plus tôt le soir chez moi. Et je pense qu'aucune mobilité, aucune activité de mobilité ne peut remplacer le temps passé dans sa famille. Le moment donc où le but de la vie, qui est d'être ensemble dans sa famille avec ses relations sociales physiques et non pas virtuelles. Et donc voilà, il ne faudrait pas perdre l'esprit au nom de la mobilité de voir, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de décideurs dans la salle, finalement on peut rallonger les temps de parcours, on peut rallonger les temps de correspondance. Je peux vous dire qu'à la gare de Marseille-Saint-Charles, lorsque vous êtes sous le panneau affichage des trains avec toutes vos valises, on pourrait se dire finalement c'est pas la peine de mettre des correspondances à 10 minutes, on met des correspondances à une demi-heure, voire 3/4 d'heure parce que les gens ont des outils de mobilité et ils sont assis sur leur valise en train de faire les tablettes comme ils peuvent, etc. Pour moi ça reste un pis-aller. D'autant plus, vous parlez de beaux trains, effectivement, dans lesquels on pouvait se restaurer des choses comme ça. Aujourd'hui, la restauration dans les trains a complètement disparu. Moi, je pense que les actions de mobilité dont nous parlons, ça permet effectivement de remplacer la voiture cinéma qu'il y avait à l'époque dans les trains par aujourd'hui la tablette et le Wi-Fi. Par ailleurs, les discours qu'on a eus tout à l'heure sur la voiture de demain, la voiture de mobilité, qui permet effectivement, c'est un peu comme un ascenseur, on appuie le bouton, la voiture arrive, on lui fait faire un Marseille-Nice, on se met, puis dans la voiture, on n'a plus besoin de la conduire, donc on pourra dormir, on pourra jouer, etc. À ce moment, quel devient l'intérêt du transport collectif évidemment dans cette situation, et je dis attention aux infrastructures conséquentes. C'est-à-dire si on s'engage dans une mobilité comme cela, l'autoroute Marseille-Nice, il me fait peur. Et comme tout ça, on peut imaginer qu'on envoie les enfants à l'école comme ça, que chacun a sa voiture de mobilité comme ça. Je dis attention, où va-t-on au niveau infrastructure de transport? Voilà, j'en tiens pour dire quand même que, ne serait-ce qu'aux personnes, au niveau des personnes, des enfants, des personnes handicapées, etc., ou même utiliser la tablette à un arrêt de bus, s'il n'y a pas d'abribus, si on est sous la pluie, etc. Enfin, je veux dire, l'élargissement de ce discours me semble quand même un petit peu dangereux. Moi, aujourd'hui, quand je voyage mes petites filles, papy, quand est-ce qu'on arrive, papy, quand est-ce qu'on arrive, et pourtant, on a tout ce qu'il faut, on a la tablette, on a le smartphone, on a tout ce que vous voulez, les bouquets d'histoire, etc., des livres de coloriage, et puis bon, mais déjà 3 heures pour faire Paris-Marseille, papy, quand est-ce qu'on arrive? Voilà, je me ménage, je dis attention. Vous nous avez mis un peu la tête dans les étoiles, lui il nous remet un peu les pieds dans la glaise, mais il n'a pas forcément tort, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là vous avez une vision effectivement prospective, on peut imaginer que cette utilisation de la mobilité, elle n'est pas forcément non plus pour tout le monde et à chaque instant. Oui, non. Il y a des moments où on aura peut-être envie d'être... Il n'a pas tort, bien sûr. Simplement, il ne s'agit pas de passer d'un système où tout est bien réglé, etc., à un truc entièrement... Non. Par exemple, j'ai dit, on peut ne pas chercher le chemin le plus court. Peut-être on peut le faire une fois par semaine. Oui. C'est tout à fait pratique. Hein. Une fois par semaine, enfin, je dis une fois par semaine, ça peut être une fois par mois ou une fois tous les 3 jours, ça dépend des tas de circonstances. Il y a des moments où c'est bien de sortir de l'habitude, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi avoir une vie où vous faites tous les jours la même chose. A, B, B, A, tout est programmé. On sait très bien que c'est bien de temps en temps de prendre un détour. Chemin de traverse. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez prendre des détours tous les jours. Bon, la mobilité, c'est ça veut dire ça. C'est la mobilité des comportements. La mobilité des comportements, ça ne veut pas dire que je passe d'un comportement A à un comportement B. Je ne vais pas passer d'un comportement A où tout était réglé, papier à musique, à un comportement B où rien n'est réglé. Non. La mobilité, ça veut dire selon les jours. D'ailleurs, on n'est pas tous pareils. Vous êtes comme ça. Moi, selon les humeurs. Il y a des âges différents. Quand vous êtes retraité, c'est pas pareil. Les retraités, c'est la population majeure aujourd'hui. Mais eux, ils ont le temps. Oui, il faut voir la totalité du spectre. Il y a des enfants, il y a les variétés. Raisonnons sur une mobilité de variété. De variété de moments, de variété de situations, de variété de personnes. C'est surtout ça. Il y a peut-être un certain nombre de gens qui, malheureusement pour eux, ils sont obligés de faire tous les jours la même chose. Mais c'est triste, mais enfin bon, ils sont obligés. Bon. Mais même eux, une fois par semaine, leur patron les autorisera à arriver en retard un quart d'heure. Parce qu'il a compris, le patron, qu'avec ce quart d'heure, il va découvrir quelque chose de neuf. On sait très bien, d'ailleurs, c'est le succès des tiers-lieux aujourd'hui. Hein, vous avez entendu parler de ça, bien sûr. Hein. Eh bien, on sait très bien que sortir de l'habitude, c'est bon. Nous sommes une société où la créativité est un facteur économique. Et la créativité, c'est pas simplement comme ça.
Non, la créativité, ça veut dire sortir de vos chemins. C'est une des thèses de l'entreprise libérée, d'ailleurs. La mobilité, ça ne veut pas dire on passe de quelque chose de figé à quelque chose de hystérique. Ça veut dire on met de la souplesse dans tout ça. On devient inventif, y compris dans nos comportements quotidiens. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que la mobilité devient un état qui, justement, est en train de changer complètement. C'est-à-dire que en vérité, on y est déjà. C'est ça. On y est déjà. Alors, soit de deux choses l'une, il y a les opérateurs de services qui ont compris et ils vont y aller, et ce sera le nouveau business. Et il y a ceux qui vont continuer à faire comme si de rien n'était. Qui vont faire de A à B. Et eux, c'est Apple qui le fera à leur place, c'est tout. C'est ça. Merci. Monsieur Yassir, pardon, qui voulait répondre aussi. Je suis vraiment optimiste parce que je regarde dans le passé pour me donner un optimisme. C'est pas la première fois que le changement arrive. On a passé par le cheval, arrivé à l'automobile et on l'a fait. Et aujourd'hui, on ne réfléchit même pas comment on a fait. Oui, il y avait la résistance à l'époque et des gens ne voulaient pas changer. Il y avait l'intérêt de beaucoup d'économies, des réglementations, etc. Il y avait même dans les villes canadiennes, je viens du Canada, où on avait fait interdit de rouler les automobiles. Et finalement, ça a changé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de questions. Il y a 20 ans, ça n'existait pas les smartphones comme on a parlé. L'arrivée de l'email dans les entreprises. Au départ, il y avait des résistances terribles à ça, les calendriers partagés, etc. Aujourd'hui, comment on peut vivre sans? C'est juste le changement va arriver. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous êtes placé pour être vraiment le conducteur de ce changement déjà? Et est-ce qu'on pourrait faire un changement qui n'est pas idiot? Donc, on ne va pas dans la direction qui n'a aucun sens dans le futur. Et voilà. Donc, il y a aussi des aspects négatifs. Donc, mais le changement va arriver. Et toutes les questions, petit à petit, de plus en plus vite, etc., ça va arriver. Prendre une des conclusions de Vincent Kaufmann tout à l'heure, à savoir, est-ce que c'est la technologie qui nous transforme, ou est-ce que c'est les choix politiques qui peuvent... Bon, à mon avis, pour moi, c'est un peu trop carré comme choix. Hein. Mais à mon avis, il y a un rôle, je ne sais pas si vous l'appelez politique, hein, mais bien sûr qu'on a besoin, de conduire l'évolution. Nous ne sommes pas l'objet de l'évolution. Et dans le domaine de la mobilité, c'est très important. Parce que la mobilité, c'est la meilleure et la pire des choses. La mobilité, c'est l'hystérie. Voilà. Bon, c'est l'agitation permanente, c'est l'épuisement. C'est Martin tout à l'heure, hein, Martin Vanier. Ben oui, c'est l'épuisement, enfin, etc. La liste est longue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? S'occuper de ça, prendre soin de la mobilité. À mon avis, ça veut ni dire la réguler au sens essayer de la contrôler, parce qu'elle est incontrôlable. Incontrôlable. Elle est très puissante. Hein. Le cheval, ça va être dur de le dresser. Hein. Donc d'un côté, il ne s'agit pas d'essayer, soi-disant, de contrôler en mettant des règles. Bon, non, ni non plus de se dire, adaptons-nous si on peut et suivons. Non, à mon avis, c'est ni l'un ni l'autre. Alors c'est quoi? À mon avis, il faut donner un sens. Moi, je vois ça plutôt du côté philosophico-littéraire. Il faut donner un sens nouveau aux choses. Donner un sens à la mobilité. C'est pour ça que je dis la mobilité. Par exemple, je vais commencer par dire la mobilité, ça ne se mesure pas en kilomètres. Voilà, axiome numéro 1. Arrêtez de me parler de kilomètres-heure et de kilomètres. Ça, c'est ce que j'appelle le déplacement. C'est le transport, c'est pas la mobilité. C'est quoi la mobilité? Alors, c'est pas une chose facile. Ça doit nous rendre plus intelligents, a priori. Voilà, par exemple, ça nous fait du bien. Quand je définis comme mobilité la danse. Ah, ben moi j'adore la danse. Alors voilà, une des métaphores pour moi de la mobilité, c'est la danse. Bon, ça a du style et ça fait du bien, etc., etc. Il faut écrire des choses sur la mobilité pour montrer que la mobilité n'est pas ce que vous croyez. La mobilité, c'est pas de bouger de plus en plus. La mobilité de demain, c'est d'être décontracté. C'est la rencontre de l'autre, ça peut être... C'est la détente, être le bonheur d'être détendu. Moi, je dis parfois, dans quel endroit on est le plus immobile, le plus calme? Dans son lit? C'est dans un avion. Ah bon, d'accord. Dans un avion, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Apprenez à méditer. De toute façon, là où vous êtes le plus immobile, c'est dans un avion. Vous voyez les paradoxes. Oui, vous n'avez pas le droit de vous lever, souvent. Alors, donc réfléchissons à tout ça, donnons un sens nouveau, comme disait Mallarmé, au mot de la tribu, notamment au mot mobilité. Donc moi, je n'oppose pas, je ne dis pas la mobilité c'est dangereux, je dis le transport c'est dangereux. C'est le vieux monde, si je peux dire, pour parler contemporain. Et la mobilité qui est un monde nouveau, mais simplement il ne faut pas confondre, il faut inventer non seulement les nouveaux services, les nouvelles activités, etc., les nouvelles valeurs, les nouveaux critères économiques. La liberté dans la mobilité. Arrêtons de mesurer les projets de transport au gain de minutes. On ne sait pas comment faire, mais commençons. De même que vous savez, en termes économiques, on sait très bien que comment ça s'appelle, les critères économiques dominants
sont pas bons. Il faut mesurer autrement. Donc apprenons à mesurer de mieux en mieux les choses. Il y a un pays qui a inventé d'ailleurs une mesure du bonheur. Hein. C'est pas le PIB, c'est le bonheur intérieur brut. Et même si ça reste très ouvert, et même si on est parfois désemparé, parce que quitter un monde ancien, c'est très très difficile. Parfois, nous préférons l'ancien pas bon au nouveau inconnu. Il n'y a que les bébés mouillés qui aiment le changement, comme on dit. Monsieur avait une question. Bonjour. Olivier Cadier, donc de Marseille Rénovation Urbaine. On travaille sur le renouvellement urbain des quartiers de la politique de la ville, donc notamment sur Marseille, hein, les quartiers nord pour faire un peu simple. Alors excusez-moi aussi d'être un peu rabat-joie, mais la question qui m'interroge, c'est qu'on constate souvent que la vitesse du développement de l'innovation est bien plus rapide que la vitesse de diffusion de cette innovation technologique, avec le problème que cela pose de différenciation d'accès aux nouveautés selon les populations. On travaille, nous, sur des quartiers où le transport public du vieux monde n'est pas encore bien arrivé. La voiture individuelle, c'est pas encore pour tous. Alors, des petits exemples, hein, le Vélib, si on prend la carte du Vélib sur Marseille, c'est assez flagrant hein, de voir où sont les stations de Vélib. Donc les mobilités du futur, important, mais moi ce qui nous interroge dans notre métier de tous les jours, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le transport en commun soit plutôt un système unificateur de la ville et pas différenciateur. Voilà. Et Yassir. C'est très compliqué, pas compliqué, mais oui, c'était dit ce matin, je crois, mais même le transport public standard, disons le bus. Mais le bus n'est même ça. Vous prenez une ligne de bus, la ligne 83, j'aime beaucoup celle-là parce qu'elle fait des plages là. Bon, pas chez vous parce qu'il n'y a pas la plage. Enfin, bon, j'y sais là, moi je suis un touriste à Marseille. Dans le nord de Marseille. J'adore le bus et j'adore la ligne 83. Bon, peu importe. Mais maintenant, vous ne pouvez pas prendre le bus si vous n'avez pas un smartphone. C'est clair. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous pointer un arrêt en disant je vais attendre, Inch'Allah, il arrive le bus dans 20 minutes ou pas. Non. Les nouvelles technologies sont partout. Même un bus devient un système personnalisé. Personnalisé à moi. Parce que si je vois que le bus est arrivé dans 20 minutes, je n'y vais pas. Ou je change. Ou je prends un vélo. Je fais autre chose. Je fais autre chose. Enfin, en tout cas, j'essaye. Peut-être que je n'ai pas le choix, vous me direz. Hein. C'est ça le problème. Et oui. Mais parfois, j'ai le choix. Même les gens dans des situations difficiles ont certains choix. Et c'est ça qu'il faut creuser. Il faut s'intéresser à augmenter la variété des choix. Pas simplement vous dire, vous avez le bus, pointe à la ligne, vous ne l'avez pas, vous êtes condamné à mort. Non, ben non. Après tout, même dans les zones défavorisées, les gens, ils ont des smartphones aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un smartphone quand on n'a pas d'argent? Je ne sais pas moi, peut-être qu'on fait du deal, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il faut être innovant. Même là, il faut être innovant, d'autant plus qu'on n'a pas les moyens. C'est là qu'il faut être le plus innovant. Ne restez pas fixé sur des paradigmes étriqués, ou en tout cas figés. Bon, c'est tout. Voilà. Donc même les systèmes de transport, moi je ne suis pas contre le bus, hein. Je dis simplement, même un bus, désormais, c'est pas pareil parce que le concept d'attente a disparu. Ah bon, vous voyez que ça. Il ne s'agit pas de. Quand je dis le vieux monde, c'est pas pour dire que tout ça, c'est à rayer d'un trait de plume et à balancer. Les choses anciennes mutent. Voilà, c'est ça. Les choses anciennes ne sont pas arrêtées. Et elles mutent, en fait, à la fois grâce aux technologies et à l'évolution des usages. C'est ça, c'est un espèce de mariage. Absolument. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans mes présentations de ce qui est, en effet, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la détermination technologique. Pour les gens de mon âge, je ne sais pas le vôtre, mais il y a 25 ans, il n'y avait pas de valise à roulettes. C'était affreux. Moi, je me rappelle mes premiers voyages quand j'avais 20 ans. J'avais une valise de 20 kilos. Eh ouais. 20 kilos, c'est lourd, 20 kilos. À la main. Mais maintenant, plus personne n'aurait une valise. Alors, on a inventé la valise à roulettes. Quelle merveille! Quelle merveille! Est-ce qu'il fallait de la haute technologie pour inventer la valise à roulettes? C'est quand même pas exceptionnel. Bon, il faut un peu de technologie quand même, parce que les roues, les roues, c'est pas les vieilles roues des patins à roulettes. Hein. Bon, mais enfin quand même, ça ne demande pas de. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avons-nous inventé la valise à roulettes? Parce que les quais étaient de plus en plus longs? Non, parce que nous sommes devenus mobiles. Parce qu'on voyage 5 fois par an. C'est ça. 10 fois par an. Quand vous voyagez une fois par an, vous souffrez une fois par an. Quand vous voyagez une fois par mois, c'est pas possible. C'est ça. Donc on a inventé la valise à roulettes parce que nous voyageons souvent. Vous voyez, c'est le comportement parce qu'on utilise davantage nos valises. Qui invente les objets. À mon avis, nous avons inventé le téléphone mobile parce que nous sommes mobiles. C'est pas le téléphone mobile qui a inventé la mobilité, c'est la mobilité qui a inventé. Bon, ou c'est les deux. D'accord. Ou c'est les deux. Ouais. Mais la valise à roulettes m'a l'air un bon exemple parce qu'il n'y a pas de technologie dans la valise à roulettes. Il y a simplement la prise de conscience qu'on voyage souvent.
Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... On parle d'inclusivité et c'est une grande question et c'est une question très importante. Je vais juste dire, en fait, il y a 50 ans, on a battu comme des citoyennes pour arriver à des transports publics. Donc subventionnés, etc. Et tout ça, ça fonctionnait. Et on a construit des réseaux partout en France et, pour avoir cette facilité qui reste publique. Et c'est pas grâce, c'est pas un manque de volonté de rester public qui on a le problème d'inclusivité. C'est parce que, oui, un jeu de politique, oui, bien sûr, mais il n'y a pas assez de données, ça coûte cher de créer des métros, des services bus, même si on créait, il y a très peu d'utilisation actuelle qui arrive parfois dans certains quartiers parce qu'on n'a pas des bons outils pour arriver à vraiment servir certaines régions qui sont mal servies aujourd'hui ou desservir. Donc, ce n'est pas forcément la volonté. Et là, c'est l'inverse. On a aujourd'hui des outils qui arrivent plus en plus. On a le numérique, il y a le système privé qui arrive. On a parlé de Google, etc., qui arrive avec les outils qui nous donnent des moyens d'arriver à inclure des populations, des Uber. Mais aujourd'hui, la volonté est peut-être pas aussi fort aujourd'hui pour utiliser ce genre des outils pour arriver à servir un binôme qui ne sont pas forcément très inclusifs des quartiers desservis. Donc là, il faut repenser à changer cette mentalité aussi, autant dans le comportement citoyen, mais autant dans les institutions publiques, pour dire oui, on a ces outils, oui, on a des capacités maintenant de servir cette population par le numérique, par Uber, par carpooling, par d'autres moyens de transport. Peut-être c'est pas le métro, mais c'est pas grave parce qu'on a aujourd'hui la future de mobilité, c'est très inclusif. Et il faut changer, il faut vraiment changer, tester et y arriver. Mais il ne faut pas lâcher cette vision qui est la mobilité de futur, c'est pas inclusif. Alors, Yassir, on sait qu'une mobilité fluide, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas la possibilité de cette mobilité, c'est un facteur aussi de développement économique. On sait qu'un territoire où ses habitants sont mobiles, il y a du développement économique. Ici, sur ce territoire où on est quand même sur le tout voiture, on sait que par exemple, le budget moyen de transport, c'est 300 € par mois. Pour un actif ici sur ce territoire, quand on sait que le salaire médian est à 1 500 €, on se dit c'est un peu problématique. Je reviens aux TPI, parce que c'est intéressant les TPI par rapport à ça. C'est qui les finance, les TPI? C'est les entreprises avec leur versement de transport, c'est les impôts avec les collectivités locales, ou c'est les citoyens qui disent moi je veux que ça... Parce qu'on nous a inventé un tramway gratuit à Aubagne qui a coûté quand même 140 millions d'euros. Il y a bien quelqu'un qui l'a payé. Aujourd'hui, c'est derrière la dimension économique, elle est quand même très, très importante. Votre sentiment là-dessus? Aujourd'hui, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire comme on fait travailler déjà entreprises publiques, privées, citoyennes dans cette infrastructure numérique. On ne sait pas faire aujourd'hui. On n'a pas des présidents qui on pourrait regarder en disant OK, comment ça marchait dans le passé, on pourrait faire dans le futur. Les réglementations ne sont pas prêtes, la culture n'est pas prête. On parle d'infrastructures numériques de données, comment partager entre les différentes entreprises. On ne sait pas faire. Je ne parle pas de technique du tout, je parle de culturel, je parle de politique, je parle de gouvernance, je parle des questions de modèle économie partagé et comment le faire. Et là aussi, on a des apprentissages à faire. Là aussi, on a des tests à faire. Je pense qu'il n'y a pas... on pourrait imaginer centaines de différents modèles sont déjà écrits, sont déjà dans les académiques, dans les recherches, etc., qui sont déjà écrits. Donc, ce n'est pas la question. Et voir, mais quel modèle pourrait adapter, dans quel contexte, dans quelles conditions, avec quel acteur. Et, on ne sait pas faire aujourd'hui. Georges Amar, sur ces questions-là. Juste les changements, si vous voulez, les changements culturels, etc. Je vous dis ça à titre presque anecdotique. Le moment où j'ai éprouvé le besoin moi-même de fabriquer ce truc, le TPI, je me rappelle bien, c'est le moment où je me suis dit, tiens, il nous manque. C'était il y a une douzaine d'années. Quand apparaissait Vélib à Paris, à Lyon déjà, moi je me dis, ah tiens, c'est un truc intéressant. J'en parle avec des collègues et des dirigeants de la RATP. Ah, Vélib, pourquoi la RATP? Bon, on me répond, mais c'est du transport individuel. Nous, c'est du transport public, ça n'a rien à voir. Voilà. Ce jour-là, je me suis dit, tiens, il y a un problème. Ils croient que c'est du transport individuel. Mais Vélib, c'est pas du transport individuel. Bon, alors, tant qu'on croit que nous, on fait du transport public, ça c'est du transport individuel, on ne va jamais mettre un œil, je ne dis même pas mettre de l'argent,
On va mettre de l'argent. On ne va même pas s'y intéresser. Intéressez-vous, regardez, observez, étudiez, commencez à vous dire, tiens, mais pour ça, il faut sortir du paradigme. Si je peux dire. Tant que vous croyez qu'il y a d'un côté le individuel, le public, c'est terminé. Vous ne le regardez même pas, vous ne le pensez pas. Donc il faut... Et à mon avis, c'est comme ça qu'on peut quand même trouver des solutions nouvelles. S'il y a des quartiers où il n'y a pas de bus, il ne faut pas mettre des bus. Bon, alors il faut mettre quoi? Il faut réfléchir, étudier, etc., inventer, observer ce que font les gens, mais il n'y a pas la solution unique. Le transport public, c'est très très bien, ça fait partie de l'histoire. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, c'était une conquête, bien entendu. C'est Blaise Pascal qui l'a inventé. Bon, c'est merveilleux, non? Bon, très bien. Ben, on va pas bon, ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, il faut le faire muter. Il est déjà en train de muter, lui, pas lui tout seul, mais c'est très important à un moment donné de faire les sauts conceptuels. Parce que tant que vous ne faites pas les sauts conceptuels, vous ne regardez pas. On ne regarde que ce qui a un nom qu'on connaît. Au début était le verbe. Pour arriver à faire ça, il faut absolument qu'on apprenne comment travailler ensemble. Parce que ce n'est pas juste le secteur public qui est arrivé, a réussi à faire, et ce n'est pas leur rôle non plus. Aujourd'hui, c'est le rôle de société, donc les grands groupes, les startups, les entrepreneurs, les citoyennes et les entreprises publiques. Ouais, c'est une espèce d'écosystème de la mobilité. Pour l'écosystème. Donc, c'est la responsabilité de l'écosystème de créer les solutions mobilité pour l'écosystème. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas faire. C'est parce qu'on ne sait pas travailler dans l'écosystème. C'est ça. Madame. Bonjour, donc, je suis Marie Royon-Lemay, je travaille en stage à la Gamme sur les lieux de l'innovation. Donc, j'en profite pour rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Siddiqui, tout de suite, pour vous demander une précision sur qu'est-ce que c'est du coup un Urban Lab pour The Camp. Qu'est-ce que c'est un Urban Lab? Oui. Okay. Urban Lab, c'est on fait des expérimentations en vivo, dans l'écosystème, comme j'expliquais, pour trouver des solutions de problématiques qui concernent les citoyens. On fait un partenariat avec, par exemple, SNCF, Green Connexion. On a 11 partenaires aujourd'hui, comme Cisco, Accenture, Accor Hotel, Sodexo, Steelcase, parmi d'autres. Et donc, on travaille avec ces parties prenantes, avec l'Aix-Marseille Provence Métropole, avec des citoyennes, avec des startups, pour vraiment tester des solutions en live, en vivant. Comme on a parlé tantôt de navettes, donc la problématique, c'est comment on arrive à servir une zone industrielle où il y a très peu déjà, on a des institutions publiques, ils ont déjà essayé certaines initiatives comme carpooling, les services bus, etc., qui marchent très peu. Donc, comment on pourrait réimaginer mobilité? Quelles sortes de solutions existent? Comment on pourrait créer cette chaîne de valeur de mobilité entre la gare, connectée avec la mobilité, connectée avec le système de réservation, connectée avec le cas d'usage spécifique? Comment on arrive à mettre le système de gouvernance, système de données, système de modèle économie partagée? Donc, on travaille sur ces questions actuelles. On fait des expérimentations pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, pour capter les données, pour arriver à retour de cette solution qu'on va capter. Parfois, on est un tiers-lieu neutre. Donc, ça nous donne un cadre de travailler avec tous ces acteurs dans l'écosystème et avoir cet retour de données dans l'agilité, donc c'est-à-dire en milieu de projet, on pourrait dire en fait ce système ne marche pas, donc ok, on va adapter, créer une nouvelle start-up, ou amener un nouvel acteur, donc on crée de nouvelles offres ou quoi que ce soit. Donc vraiment de tester pendant quelques années, avoir ces données et après, à partir de ces données, voir c'est quoi l'impact de cette mobilité de futur, ou de ce concept de futur. Encore une fois, c'est du test and learn en permanence. Donc on est dans le mode expérimentation, vraiment tester des solutions en vivo avec des citoyens. Faut pas, ce sera un peu le mot de la fin, je voudrais que ce soit Georges Lamarck qui l'ait. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, en fait. Il ne faut pas avoir peur de prendre du risque dans ces questions d'innovation. On est vraiment dans la dimension entrepreneuriale aussi, là. Faut y aller, on voit bien ce que ça donne, sans trop d'état d'âme. Oui, il faut surtout se mettre dans un mouvement, si je peux dire. C'est-à-dire, les solutions ne sont pas éternelles. C'est ça d'ailleurs qui est difficile à accepter. On veut encore trouver la solution qui va durer 10 ans ou 20 ans. Non, on est dans une situation où on apprend. L'innovation, c'est un processus d'apprentissage. Voilà, c'est tout. Donc, et c'est ça. Donc, on fait des choses. C'est même pas de l'expérimentation. On les fait. Expérimentation, le mot est un peu. Non, il faut y aller quand même. Bon, vous faites Vélib, vous faites Vélib. Bon, mais ça ne veut pas dire que Vélib va durer 50 ans. Sûrement pas.
Bon. D'ailleurs, Vélib provoque des conséquences diverses et variées, bonnes et mauvaises. Vous faites Uber, ça marche, bon, etc. Bon, on est dans un processus où souvent on réagit en se disant je ne veux pas ça comme si ça allait s'arrêter là. Les choses ne s'arrêtent pas. Uber ne va pas rester Uber. Il est déjà en train de commencer. Bon. Donc, il a déjà réinventé, il s'est déjà ubérisé. On est dans la transformation. On est dans une phase de transformation sociale, technique, politique. Il faut être capable de surfer sur les mouvements de transformation et non pas d'essayer de les arrêter. Il ne s'agit pas d'arrêter. Le smartphone, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas ce que sera le smartphone dans 5 ans. On ne sait pas. Bon, il faut être capable, la mobilité, c'est cette mobilité-là aussi, de nager avec les événements. Et ce qui nous sauve, en quelque sorte, c'est que même les mauvaises choses ne vont pas s'éterniser. C'est ça. Merci beaucoup, on les applaudit bien fort tous les deux.